Bonjour, je suis la directrice d'Express Conseil. Merci de nous suivre au sein de cette plongée dans le thé vert japonais, richesse de la culture japonaise et richesse de la région de Shizuoka. Tout au long de ce webinaire, Sarah va vous donner tous les secrets du thé vert japonais. Vous allez découvrir comment il est cultivé, comment il est produit. Vous allez découvrir son importance dans la vie des Japonais. Vous allez découvrir son histoire et vous allez apprendre aussi à le préparer. C'est important. Et puis surtout, Sarah va vous donner toutes les adresses et tous les contacts qui vous permettront d'intégrer le thé vert à vos futures productions. Je vous laisse avec Sarah et je vous souhaite un très bon voyage. Bonjour à tous, merci d'être parmi nous pour ce second webinaire sur la région de Shizuoka. Après le mont Fuji, maintenant on va se concentrer sur le thé vert. Je vois que tous les participants ne sont pas encore arrivés, ils commencent tout doucement à arriver. On va attendre un peu. On va peut-être commencer par un quiz pour voir un peu où se situent vos connaissances du thé vert, du thé en général. Mais avant, j'aimerais préciser que, comme d'habitude, vous pouvez poser des questions tout au long du webinaire sur l'onglet prévu à cet effet et on prendra 15-20 minutes à la fin du webinaire pour y répondre. Donc, on aura Tim, notre modérateur, toujours présent, qui lira vos questions à voix haute et je tâcherai d'y répondre. Voilà. Donc, on va commencer par un petit quiz pour voir où se situent vos connaissances. Je vais vous le lancer. Donc, quelle est la différence, tout d'abord, entre le thé noir et le thé vert? Je vous laisse y répondre. Donc, selon vous, qu'est-ce qui différencie un thé noir d'un thé vert? Ah, il y a plusieurs réponses. Je vois que… Bon, on va arrêter les votes. Ah, je laisse encore, il y a encore des gens qui votent. Bon, il y a quand même la moitié des personnes qui ont trouvé la bonne réponse. Effectivement, bravo à ceux qui avaient répondu le thé noir est fermenté tandis que le thé vert ne l'est pas. Effectivement, c'est ce qui différencie le thé noir du thé vert. Donc, le thé vert provient de la plante Camellia sinensis. Je vois qu'on a encore des… Pardon, excusez-moi. Il y a encore des arrivants. Mais ça va aller. Hop. Je repartage mon écran. Voilà. Donc, le thé vert est non fermenté et la spécificité en fait de l'absence de fermentation permet de mieux conserver les arômes et les vertus de la plante, mais on verra ça plus en détail tout à l'heure. Et donc en fait, le thé vert japonais est particulier parce que au Japon, on protège les plants de théier du soleil. Et aussi, on ne cueille que les jeunes pousses qui sont peu exposées au soleil. Parce que ces jeunes pousses, en fait, contiennent moins de théine et moins de tanins. Et leurs feuilles, donc, ne sont ni trop âcres, ni trop amères. Et une fois cueillies, ces jeunes pousses sont étuvées à la vapeur, puis séchées délicatement.
En fait, la méthode de fabrication japonaise consiste à faire cuire à la vapeur les feuilles de thé pour stopper l'oxydation juste après la cueillette, avant de les faire rouler et de les faire sécher. Alors que, tandis que la méthode chinoise, elle chauffe les feuilles chinoises, les feuilles de thé dans des cuves. Et donc, c'est avec une chaleur sèche. La cuisson à la vapeur permet de garder toute la qualité des nutriments du thé, ce qui fait du thé japonais un bien meilleur thé que le thé chinois. J'ai mal à passer les slides. Donc voici les 4 types de thé vert à Shizuoka. Donc le sencha, le gyokuro, donc qui sont les plus verts avec un goût herbacé assez prononcé. Le sencha est le plus connu, le plus répandu. Le gyokuro un peu moins, mais a une couleur beaucoup plus verte que le sencha. Nous avons aussi le matcha qui est très en vogue depuis quelques années, donc qui est réduit en poudre. Donc le matcha, ce sont vraiment les jeunes pousses qui n'ont à peine vu le soleil et qui sont du coup plus concentrées, qu'on réduit en poudre dans une meule en pierre. Et c'est pour ça que c'est un thé un peu plus de luxe parce que on tourne à la main la meule et ça prend vraiment un peu plus de temps pour avoir cette poudre pour garder en fait tous les arômes et toute la qualité de la feuille de thé. Et nous avons, je ne sais pas si vous le connaissez, le thé Ojisha qui nous vient de Shizuoka, qui est en fait un thé sans théine. Alors pourquoi? Et comme vous pouvez le voir sur la photo, il est brun. En fait, il s'agit bien de thé vert et on prend des feuilles de thé vert séchées. Donc on ne prend pas les fraîches. C'est une fois qu'il est séché qu'on l'utilise et qu'on le torréfie. On le torréfie et c'est comme ça qu'il obtient sa couleur brune et surtout que la théine s'évapore. Donc, il est beaucoup moins fort en catéchine, en théine. Et c'est pour ça que l'ojisha est très utilisé plutôt pour les enfants, les femmes enceintes ou en fin de journée. Voilà, donc sencha, gyokuro, matcha, ojisha. Donc, on va s'intéresser à l'importance du thé vert au Japon. Et pour ça, en fait, il faut se pencher sur la dimension historique, la dimension économique et bien sûr la dimension culturelle du thé vert. Mais avant, j'aimerais vous partager une vidéo, donc une vidéo de la chaîne Arte, pour vous montrer en fait à la fois comment est fabriqué le thé vert et vraiment ce qu'il signifie, à quel point il est ancré dans la culture japonaise. C'est parti.
Voilà, faire du thé, c'est donner de l'amour. Comme l'explique très bien le japonais dans la vidéo, en fait, donc le thé au Japon, ça fait vraiment partie intégrante de leur culture et de leur quotidien. Et cette façon de voir le thé est liée aussi à leur façon de communiquer. Quand il dit que c'est une manière d'être attentionné, c'est ça, c'est au Japon, on fait d'abord attention à l'autre. On l'observe et c'est vraiment donc le thé, le moment du thé est un moyen aussi un lien social. C'est aussi un art de vivre, on va voir ça plus tard. Donc Shizuoka, une petite carte d'identité de la préfecture de Shizuoka pour resituer. Donc Shizuoka se trouve à 1 heure au sud de Tokyo, sur l'île d'Honshu, qui est donc accessible. Sa capitale Shizuoka City est accessible en 1 heure grâce au train rapide le Shinkansen depuis Tokyo. Et en fait, la préfecture de Shizuoka, c'est vraiment de grands espaces de nature. Donc il y a d'abord le mont Fuji, le sud des Alpes japonaises, tous ces champs de thé vert, de wasabi et de légumes divers et variés. Et on a aussi après l'océan Pacifique. Il y a la baie de Suruga et la péninsule d'Izu. Donc c'est une variété de paysages très intéressante. Et aussi, cette région jouit d'un climat océanique chaud, donc c'est des hivers secs et ensoleillés et des étés chauds et humides. Donc on va voir ensuite pourquoi cette localisation est stratégique. Donc Shizuoka, c'est avant tout le mont Fuji, donc la montagne sacrée des Japonais. Notre premier webinaire était dédié au mont Fuji et à Fujinomiya et Gotemba, les villes autour du mont Fuji. Et donc, on va voir qu'en fait, l'eau du mont Fuji est pleine de nutriments grâce aux roches qu'elle traverse. En fait, c'est l'eau du volcan. Et donc, cette eau qui irrigue ces champs de thé vert, ces champs de wasabi, est très intéressante et très utile pour la culture de tout ça. Et donc, c'est ce qui fait des aliments remarquables, en fait. C'est pour ça que le saké, le wasabi et le thé vert de Shizuoka est très recherché. Donc, on vient de comprendre pourquoi il y a autant de champs de thé vert à Shizuoka. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que Shizuoka, c'est la région du thé vert après le mont Fuji, parce qu'en fait, elle représente 40% de la production japonaise. Il y a 600 centres de production dans la région et 70% des centres de production du Japon se trouvent dans la région de Shizuoka. Et donc, c'est forcément grâce à sa localisation stratégique, donc entre océan et montagne pour l'irrigation des champs, le climat dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi le fait que ça soit sur la route Tokaido, donc la route historique des marchands pendant la période des samouraïs, et qui est maintenant reliée par le train rapide. Donc c'était très pratique pour alimenter tout le pays en thé. Et surtout, à côté du Pacifique, c'est une zone portuaire très intéressante pour l'exportation et depuis peu l'exportation internationale. Donc, je me permets de faire un petit focus sur le wasabi de Shizuoka parce que souvent, en fait, les champs de thé vert jouxtent les champs de wasabi. Et donc, il y a quand même 80% de la production japonaise de wasabi qui provient de Shizuoka. Donc, peu de gens connaissent le wasabi sous sa forme la plus pure, comme on peut le voir sur la photo. En fait, c'est une racine. Alors, cette racine, justement, est très rare et très coûteuse parce qu'elle met 3 ans à pousser. Et le goût, en fait, tout ce qu'on a, donc ce qui en fait un produit rare et cher, c'est vraiment l'or vert du Japon. Et pour le petit saviez-vous du jour, en fait, ce qu'on consomme, nous, en Occident, en France, toutes ces pâtes, ces moutardes japonaises qu'on a avec les sushis ou même dans les épiceries fines, le wasabi qu'on mange, en fait, c'est du réfort auquel on ajoute un colorant vert. Même dans les meilleurs wasabi qu'on peut trouver en France,
il y a vraiment une infime partie de wasabi, 0,05%, quoi. C'est vraiment très peu. Donc finalement, on ne connaît pas le vrai goût du wasabi, qui est un goût beaucoup plus délicat, beaucoup moins fort, beaucoup moins piquant. Donc c'est vraiment un goût beaucoup plus fin. Donc voilà, vous allez pouvoir, avec cette anecdote, briller dans vos prochaines sushi parties. Donc maintenant, on voyage à Shizuoka avec cette très courte vidéo qui va vous en mettre plein les yeux. Nous revoilà. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de vous y rendre le plus tôt possible. Sûrement cet automne. On croise les doigts. Donc pour bien comprendre la relation qu'ont les Japonais avec le thé vert, il faut repartir du début. Comment s'est implanté le thé vert au Japon? Donc, en fait, ce sont des moines japonais qui sont allés en Chine au XIIe siècle et qui s'écroulaient déjà de fatigue quand les moines chinois, eux, étaient en pleine forme. Donc, ils sont interrogés sur ce qu'ils prenaient pour avoir autant la pêche. Ils ont découvert qu'ils buvaient du thé, donc cette boisson inconnue jusqu'alors. Et donc, ils se sont dit qu'il fallait absolument en apporter sur le territoire japonais. Donc, c'est comme ça que sont arrivés des plants de thé vert au Japon. C'est grâce aux moines japonais qui ont voyagé en Chine au XIIe siècle. Donc, dans un premier temps, le thé était d'abord réservé aux religieux dans les temples, ainsi qu'aux moines pour leur méditation. Donc, il y a déjà un aspect spirituel et assez zen. Puis ensuite, au temps des samouraïs, en fait, ils ont été séduits par cette boisson et donc au XIIIe siècle, quand ils deviennent maîtres du pays, ils se sont appropriés la production de thé. Donc, main dans la main avec les moines, les samouraïs ont commencé à élaborer des règles qui régissaient la consommation de thé. C'est comme ça qu'est née la cérémonie du thé et on y reviendra plus tard. Et donc, en fait, à cette époque, en plus du thé, l'alcool coulait à flot et les samouraïs exhibaient leur pouvoir et leur richesse en étalant de la porcelaine et de la vaisselle de fabrication chinoise que vous connaissez, donc très colorée, très, très chargée. Alors qu'aujourd'hui, au Japon, le Japon, ce n'est pas du tout ça, c'est plutôt la pureté, la sobriété. Donc, la vaisselle pour le thé japonais sont des matières nobles de la terre cuite, peintes mais en une couleur. Ça va pas être affriant, ça va être vraiment des teintes simples et unies. Donc ça a bien changé. Ils se sont vraiment appropriés ces cérémonies. Et alors, pour la petite anecdote, pendant la période des samouraïs, c'était aussi une période de guerre civile. Et comme il se fallait se préserver de ses ennemis, donc lors des cérémonies de thé, les samouraïs partageaient le même bol. Donc ils passaient entre tous les membres pour éviter que le thé soit empoisonné. Et donc en fait, ils pouvaient être rassurés pour boire leur breuvage tranquillement. Puis au fil du temps, encouragés par les grands seigneurs qui régnaient sur les terres, les cultivateurs de thé sont parvenus à créer un thé de bien meilleure qualité que le thé de Chine. C'est ce qui fait la différence vraiment entre le thé japonais et le thé chinois.
Ils sont vraiment attachés à trouver la meilleure qualité du thé pour avoir les meilleurs arômes et les meilleurs bienfaits. Donc, ça passe donc dans la cueillette, comme on le disait tout à l'heure, avec les petites feuilles, les jeunes pousses à l'ombre du soleil, et par la méthode, justement, où ils ont changé la méthode, où ils ont utilisé une méthode de séchage à la vapeur, de cuisson à la vapeur. Et petit à petit, en fait, ce rituel donc, était d'abord réservé, le thé vert était réservé à une élite au début. Et petit à petit, en fait, quand le Japon s'est ouvert à l'Occident, en 1868, les dirigeants se sont dit, comment préserver notre âme et notre culture japonaise? Ça va être à travers le thé, qui est notre quotidien et nos cérémonies et notre spiritualité. Bref, ça fait partie intégrante de nos cultures. On va préserver le thé et donc on va l'ouvrir. Donc la cérémonie du thé et la fabrication du thé a été introduite dans les écoles de femmes. C'était aussi un gage de bonne moralité. Puis plus tard, petit à petit, ça s'est étendu à tout le monde, à tout le pays et même à tout le monde entier, comme on le sait aujourd'hui. Et donc, cette dimension culturelle, ces consommations, les Japonais donc raffolent du thé vert, non seulement pour leurs bienfaits, mais ça fait partie intégrante de leur quotidien. C'est-à-dire qu'ils en consomment tous les jours, toute la journée, et sous toutes ses formes. Le thé peut être aussi bien servi chaud que froid. Il y a des glaces au thé vert, des desserts au thé vert, il y a même des cocktails alcoolisés au thé vert. Il y a aussi beaucoup de plats à base de thé vert. Donc, on peut trouver des pâtes à base de thé vert. Il y a le fameux plat qui nous vient de Shizuoka qui s'appelle Oshazuke, donc qui est un petit bol de riz. Vous pouvez le reproduire chez vous, c'est super simple à faire et c'est super healthy. C'est une petite portion de riz avec des feuilles d'algues nori et quelques carottes ou peu importe les légumes que vous aimez. On peut ajouter du saumon ou du thon cru, peu importe, mais on verse le thé à la fin. Eux, ils appellent ça la soupe de thé vert, mais c'est plutôt le thé qui remplace le bouillon. Et en fait, pourquoi? Donc la petite anecdote avec la feuille nori, les feuilles d'algues, parce que Shizuoka, donc il y a l'océan Pacifique qui borde la province de Shizuoka, et donc et la récolte d'algues et de thé vert se faisait en même temps, et surtout c'est les mêmes techniques de séchage. Donc donc historiquement en fait, dans les centres de production de thé vert, on faisait aussi sécher en même temps les algues. Donc voilà, donc c'est une petite relation de Roméo et Juliette. Et d'ailleurs, ça se marie très bien. Les algues et le thé vert se marient très bien ensemble. Donc les bienfaits du thé vert. On va comprendre pourquoi les Japonais vivent aussi longtemps et sont en aussi bonne santé avec une superbe peau. Donc ça a été reconnu par les scientifiques depuis de nombreuses années que le thé vert, c'est super bon pour la santé. Donc pourquoi? C'est riche en vitamines C, E, B1, B2 et A. Ça contient de l'acide aminé et du fluor. C'est riche en antioxydants. Les antioxydants, ça prévient des cancers et ça permet aussi, c'est très présent dans les cosmétiques. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de thé vert dans les cosmétiques. Ça réduit le cholestérol, ça aide à la concentration, à la mémoire, ça apaise aussi beaucoup. Et ça aide à brûler les graisses. Alors, ça aide à brûler les graisses. Ça ne va pas faire maigrir, mais en complément d'un régime, ça peut être intéressant. Et ça aide aussi à lutter contre la mauvaise haleine. C'est-à-dire que le matin, c'est clair qu'entre le café du matin et le thé vert du matin, il n'y a pas photo. Donc, il y a aussi une dimension économique plutôt assez récente. C'est-à-dire que, en fait, l'industrialisation de la fabrication du thé vert est très récente. L'exportation à l'international est très, très récente aussi. Et on a vu du coup s'ouvrir aux touristes et aux autres, et notamment à travers l'ouverture des fermes. On accueille les touristes, on peut passer des nuits auprès des fermiers et les aider dans la cueillette du thé. Mais aussi, il y a de plus en plus de salons de thé vert et d'épiceries fines qui s'ouvrent. Et aussi, bien sûr, des magasins de glace de thé vert. On fera un petit focus là-dessus tout à l'heure.
En fait, donc c'est un savoir-faire, c'est vraiment comme le vin chez nous, c'est un savoir-faire qui est transmis de génération en génération. Les domaines de viticole ici, c'est pareil, c'est là-bas on appelle ça les fermes de thé vert, donc appartiennent à des familles. Et donc l'industrialisation est très récente, mais la cueillette, en revanche, se fait toujours à la main parce que c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait que le thé japonais est aussi recherché et aussi bon, c'est que c'est une cueillette à la main où les feuilles sont choisies. On l'a vu dans la vidéo tout à l'heure. Le japonais parlait de savoir reconnaître les bonnes feuilles aussi. Donc voilà, tout ça, ça reste quand même un savoir-faire qui se fait encore par les producteurs à la main. Effectivement, il y a quelques machines, notamment dans la production, dans le séchage, etc., qui ont vu le jour. Donc l'exportation à l'international. Et c'est vrai que c'est par contre le thé de Shizuoka est encore très difficile à trouver, très rare en France en tout cas. Mais je vais vous donner 2-3 adresses à la fin du webinaire où on va pouvoir se procurer du thé vert de Shizuoka pour pouvoir vraiment comparer le goût avec les thés verts qu'on a l'habitude de goûter dans le commerce chez nous. On voit que c'est pas du tout pareil, quoi. Donc, on va passer dans le vif du sujet, l'art du thé vert. Donc, je ne sais pas si vous avez préparé tous vos ustensiles, la bouilloire, pardon, l'eau chaude et le thé vert, que ce soit en sachet ou en vrac. Mais donc, on va nous expliquer tout de suite. Alors, c'est en japonais, c'est sous-titré en anglais. On va nous expliquer la méthode d'infusion parce qu'il est facile de faire un bon thé vert, mais il est aussi très facile de faire un mauvais thé vert. Donc, on va apprendre les techniques à retenir. C'est parti.今から美味しいお茶の入れ方を実演したいと思います。まずはじめにお湯飲みにポットのお湯を入れていただきます。続いて急須にお茶っ葉を入れていきます。お茶っ葉の量はカレースプーン1杯程度で1人前の量になります。3杯入れます。続いて冷ましておいたお湯飲みのお湯を急須に移していきます。美味しいお茶を入れていただくには、極力熱湯で入れるのを避けてください。1分経ちましたので、お茶を入れていきます。同じ濃さになるように回し注ぎをしていきます。最後の一滴まで絞り切ります。どうぞお召し上がりください。続いて熱湯で入れても美味しく飲めるお茶の実演を行います。まずはじめにいつもより少し多めに茶葉を入れ、少量の水を10分程度浸しておいてください。続いてポットから直接お湯を注ぎます。抽出時間はなくそのままお湯飲みに入れてください。渋み、苦みが少なくて熱い温かいお茶が美味しく飲めることができます。どうぞ召し上がりください。Voici. Donc, on vient de découvrir 2 méthodes d'infusion du thé vert. Donc, la première est la plus répandue. Donc, si vous n'avez pas retenu, on va revoir les steps ensemble. Vous pouvez le faire en même temps si vous voulez. Donc, surtout, ne pas mettre l'eau directement sur le thé. Vous avez vu qu'il met d'abord le thé dans la tasse, parce qu'on fait en fonction de la portion. Donc, on met d'abord l'eau chaude dans la tasse. Donc, l'eau chaude, 70-80 degrés, faut pas qu'elle boue. Ensuite, on verse
l'eau dans la théière et ensuite une cuillère de thé en fonction du nombre d'invités dans la théière. Parce qu'en fait, ça évite de brûler les feuilles. Il ne faut vraiment pas verser l'eau directement sur le thé. Et surtout aussi à retenir que pas plus d'1 minute de temps d'infusion. Sinon, ça va être trop amer et ça suffit pour avoir vraiment tous les arômes du thé. Donc, les Japonais ne boivent pas le thé brûlant. Ils le boivent à température, chaud, pas brûlant. Et donc, ce thé, comme c'est que 60 secondes, il n'a pas été brûlé, il peut être réutilisé 2 à 3 fois. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les Japonais versent l'eau chaude en 3 fois, comme ça. 1, 2, 3, parce que c'est signe de bonne chance chez eux. Donc, voilà. Maintenant, vous savez tout de comment déguster un bon thé vert, que ce soit en sachet ou en vrac. Là, il n'y a plus d'excuses. Et vous allez pouvoir briller et inviter des gens chez vous, accompagné bien sûr d'une petite pâtisserie pour enlever le petit goût de l'amertume. Ça, on le verra plus tard. Justement, on parle de la cérémonie du thé, donc qui est un rituel. Donc, il y a autant de cérémonies du thé qu'il y a de régions au Japon. Et en fait, c'est un rituel, comme on a vu, qui date du XIIIe siècle et qui est imprégné de bouddhisme zen, qui a traversé les siècles pour s'imposer comme un élément indissociable de la culture japonaise et de la spiritualité aussi japonaise. En fait, comme nous, on boit du vin ou du café au quotidien, la préparation et la dégustation du thé vert s'accompagnent de tout un ensemble de règles qui en font une cérémonie très codifiée, beaucoup plus codifiée que chez nous avec le vin. La dégustation du thé en elle-même, ce n'est qu'une partie de l'expérience finalement. Parce qu'en fait, c'est tout un art de vivre, donc tout en sobriété et raffinement. Donc le cadre environnement, la tenue vestimentaire, les ustensiles aussi, et aussi bien sûr la préparation du thé en elle-même sont tout aussi importants les uns que les autres. D'ailleurs, souvent dans les pavillons de thé, il y a des jardins japonais. C'est toujours soigneusement aménagé pour magnifier l'effet esthétique du rituel. En fait, c'est une expérience conçue comme un moment paisible et unique à vivre dans notre monde tumultueux et éphémère. Et dans sa forme traditionnelle, donc historique, la cérémonie du thé durait jusqu'à 4 heures. Aujourd'hui, elle dure près d'1 heure et elle est accompagnée donc d'une pâtisserie sucrée pour adoucir l'amertume du thé vert, mais elle incarne toujours autant l'essence de la spiritualité, de l'art de vivre et de la convivialité japonaise. Donc, voici 2 petites adresses où expérimenter la cérémonie du thé. Il y en a évidemment beaucoup plus, mais c'est un peu nos coups de cœur. Donc, d'abord, il y en a une à Shizuoka City. C'est le Sumpu Castle Park. Donc, c'est les photos que vous pouvez voir. On appelle le Sumpu Castle Park aussi le château flottant parce qu'il est entouré d'eau et il a été construit en 1337. D'ailleurs, il y a une visite gratuite car il y a des guides bénévoles anglophones qui peuvent vous donner plein d'histoires sur ce château avec justement la vie du premier shogun qui a construit ce château et qui est très intéressante. Et après, on termine sur une cérémonie du thé dans le jardin du Sumpu Castle. Donc ça se trouve à Shizuoka City. Il y a aussi une cérémonie du thé qu'on vous recommande à Fujinomiya. Donc Fujinomiya qui est la station pour gravir le mont Fuji. Donc ça s'appelle Sakuya Nagayamon. En fait, c'est thé matcha et ça se fait avec un maître de cérémonie du thé dans une maison traditionnelle qui s'appelle Mashiya. Bon, attention, j'ai noté les heures parce qu'en fait, c'est des heures bien établies et donc il faut réserver. Et on peut même rester dîner dans cette maison avec un coût supplémentaire. Donc, le tourisme autour du thé vert à Shizuoka, c'est d'abord la visite des fermes locales. Donc, autour de Shizuoka City, il n'y a que ça. Il y a que des champs de thé vert, il y a des collines, des montagnes. Donc, c'est ça à perte de vue. Donc, les villes les plus connues sont Shimada, Kawane et Kakegawa.
Donc, on peut visiter une ferme locale, on peut même y dormir une nuit. Comme je vous dis, ça c'est ouvert au tourisme. Donc, les habitants font office d'auberge, en fait, où ils vous accueillent, ils vous font à dîner et le lendemain, ils vous proposent même une cérémonie du thé. Et donc, si on va à Shizuoka pendant les périodes de cueillette, donc au printemps, mai, juin ou en octobre, donc ils sont un peu les meilleures saisons pour aller à Shizuoka parce que c'est comme c'est plein de verdure. Le printemps, c'est magnifique et à l'automne, quand les feuilles jaunissent, c'est magnifique aussi. Donc, c'est là où on a l'occasion de participer, de mettre la main à la pâte et de participer à la cueillette des feuilles de thé. On apprend aussi à les rouler et les méthodes de séchage. Donc, j'ai mis 3 contacts de réceptifs locaux qui proposent des tours dans des fermes. Donc, il y a Arigato Food Tour. Alors, eux, que vous connaissez peut-être, qui sont basés à Tokyo. Il y a My Japan Travel, qui est un réceptif français. Donc francophone, un local de Shizuoka qui propose une nuit dans une ferme locale. Il y a aussi Japan Travel, qui eux sont anglophones. Donc voilà par exemple une ferme typique de Shizuoka. Donc là, je vous ai mis l'exemple de Tabinoya, en plein milieu des montagnes. Donc celle-là, par exemple, elle se trouve à 30 minutes de Shizuoka. En fait, il faut toujours prendre la voiture de toute façon ou commander un taxi pour aller visiter les fermes parce qu'elles ne sont pas dans la ville même, forcément. Donc, voilà une maison traditionnelle au milieu des champs de thé et qui se situe dans une ville postale qui fait partie des 53 stations de la route historique marchande Tokaido. C'est vraiment, aller en ferme, c'est vraiment un véritable aperçu de l'histoire et de la vie quotidienne d'un village de Shizuoka, pour partager aussi la vie locale et rurale du Japon. Et voici aussi un exemple de bain typique, un vieux bain typique japonais. Donc, dans ce type de ferme, donc dans celle-là, il y a maxi 6 personnes, mais c'est vrai qu'on ne peut jamais aller à plus de 10 parce que c'est chez l'habitant qui n'ont pas assez de place pour recevoir des gros groupes. Donc, en général, c'est environ 100 € pour une nuit, repas compris, en ferme. Et souvent, il y a une promenade dans les champs de thé vert, il y a une explication. Après, justement, donc ça, c'est vraiment exemple de ferme typique. Il y en a une autre qui est vieille de 250 ans, voilà, qui s'appelle, là, vous pouvez voir, qui s'appelle Suishamura, donc pareil, tout autour de… Donc, il y a encore un autre style. Justement, c'est l'occasion de découvrir comment ils vivent et tout leur savoir-faire, mais qui dépasse, bien entendu, la culture du thé vert. Donc, je vais vous montrer à titre d'aperçu deux tours. Donc, le premier proposé par Japan Travel, donc le guide anglophone, et un second avec une nuit chez l'habitant. Non, pardon, celui-là, c'est la nuit chez l'habitant. Donc proposé par Japan Travel, qui est donc un réceptif local à Shizuoka. Donc, les rendez-vous sont à la gare de Shizuoka, de toute façon. Et là, on visite donc le Okake Tea Garden Kanebun avant de déguster un thé cueilli à la main et accompagné toujours de friandises ou de repas de saison. Et surtout, ce garden Kanebun offre une vue magnifique sur une région montagneuse et les champs de thé vert. Ensuite, après le déjeuner, on fait un autre café, le Green Night Café, pour une seconde dégustation de café, ce qui permet de montrer aux visiteurs vraiment à quel point chaque thé vert, en fonction de la récolte, en fonction du choix des pousses, peut avoir un arôme différent. Et à chaque fois, les visiteurs repartent avec un sachet de thé. Et le soir, donc à partir de 16h, on arrive à l'auberge Yururi, que vous voyez sur les photos, avec une promenade dans les environs avec les fermiers et le guide pour la traduction, et un dîner fait maison. Et donc, on passe la nuit dans l'auberge,
Et on fait son check-out à 10 h et à 10 h commence la cérémonie du thé avec les habitants et donc qui dure 1 heure. Et à 11 h, on retourne à la gare de Shizuoka. Donc voilà, c'est en 24 heures, on a fait un tour super et on s'est plongé dans la vie rurale japonaise. Il n'y a pas plus authentique que ça. Donc, sans passer la nuit, on a Japanecdote. Alors, Japanecdote, c'est un super réceptif français aussi. C'est un Français qui est allé s'installer à Shizuoka, qui est tombé amoureux de Shizuoka, donc qui habite là-bas. Et donc, qui est un réceptif local. Il propose surtout du Shizuoka, et surtout autour du thé vert et du wasabi, et du savoir-faire, en fait, de la région. Donc, lui, son tour, c'est sur une journée seulement. Il propose de vous emmener dans les champs de thé de Marufuku Seisha, donc qui est vraiment un flanc de montagne, et donc une traduction en français, ça c'est pour les non-anglophones, sur la culture du thé. Et donc à Marufuku Seisha, il y a aussi des champs de wasabi. Donc si on a de la chance, on peut aussi participer à la culture du wasabi et déguster sur place une racine pour vraiment saisir ce goût assez rare et introuvable. Sur le retour, on s'arrête déguster une étonnante glace au wasabi. Et ensuite, à 15 h, on retourne à Shizuoka pour visiter une usine de production de thé. Parce qu'en fait, comme je n'arrête pas de faire le parallèle avec le vin, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fermes qui ont leur production, leur usine de production juste à côté des champs de thé, mais il y en a beaucoup aussi qui ont leur usine à Shizuoka, dans la ville. Donc ça dépend. N'oublions pas qu'il y a 600 centres de production dans toute la région de Shizuoka. Donc c'est énorme. Donc ça vaut le coup d'aller visiter une usine pour pouvoir justement comprendre après le séchage quelles sont toutes les techniques et les machines utilisées pour la production du thé, pour avoir le produit fini. Donc la visite se finit par une dégustation, bien entendu, et ensuite on visite une boutique pour découvrir les produits de la région, et en fonction du temps qui nous reste, une visite de magasins de produits gastronomiques, donc des poissons locaux. Parce que la région de Shizuoka aussi est très réputée pour les poissons, les fruits de mer et les anguilles. Donc voilà, ça ce serait avec Japanecdote. Donc à ne pas manquer, les fameuses glaces au thé vert. Alors ça c'est le truc. Si on a le temps, il faut absolument faire le détour parce qu'il y a des glaciers de thé vert un peu partout à Shizuoka, même dans toute la région. Mais si on a le temps, il faut vraiment aller faire le détour à Nanaya. C'est à Fujieda, ça se trouve, chez Nanaya en fait, parce que c'est la glace réputée être la plus parfumée du monde. Donc déjà, ils proposent des goûts au thé noir, des goûts au jisha, le fameux thé vert fermenté, pardon, pas du tout fermenté, parce que c'est un thé vert. Voilà. Le ojisha, c'est un thé vert grillé, pardon, et goût matcha. Et donc, en fait, vous voyez plusieurs nuances de vert dans les glaces, parce qu'en fait, chez Nanaya, ils ont réussi à faire un goût de thé vert allant de 1 à 7. D'habitude, dans le marché, ce qu'on voit, c'est plutôt des glaces allant de 1 à 2. Donc, vous imaginez qu'essayer le niveau 5 ou 7, ça doit être bien prononcé. C'est très intéressant, on n'en dit que du bien. En plus, ce sont des gelados, ce ne sont pas des crèmes glacées, donc c'est moins calorique et ça permet surtout d'avoir un goût peu amer et d'avoir vraiment toute la subtilité des arômes. Donc voilà, c'est un jeu aussi à faire, essayer de goûter crescendo l'arôme le plus intense, du moins intense au plus intense. Donc, à ne pas manquer aussi, il y a le musée du thé à Shizuoka City, qui est vraiment, qui est extrêmement joli avec tous ces jardins japonais autour, très traditionnels. Donc, c'est un musée où on va apprendre toute l'histoire du thé japonais. Mais après ce webinaire, vous en aurez plus besoin.
Il y a aussi une salle dédiée à la cérémonie du thé vert. Et il y a des ateliers, donc ça c'est super aussi, c'est des ateliers interactifs où on peut s'essayer au roulage de feuilles de thé et aussi au broyage du matcha. Parce qu'en fait, le matcha, comme je l'expliquais, vous voyez sur la photo, se broie lentement pour garder tous les arômes et les nutriments dans une meule. Donc, on fait tourner très lentement pour obtenir cette poudre. Donc, c'est assez exceptionnel de pouvoir rapporter en France, après son voyage, sa poudre matcha qu'on a fabriquée soi-même. Voilà, donc le musée du thé à Shizuoka. Ensuite, les spots photos. Moi, c'est un de mes préférés. C'est sur la colline de Nihondera, qui permet quand même d'admirer tous les points forts de la préfecture de Shizuoka. Donc, le mont Fuji en arrière-plan. Ensuite, les Alpes du Sud, les Alpes japonaises du Sud, qui se terminent sur la baie de Suruga, donc dans l'océan Pacifique. Avec le premier plan, les champs de thé vert, je trouve ça absolument sublime. Donc, on a vraiment un condensé de Shizuoka grâce à ce panorama. Donc, c'était à 35 minutes en voiture au sud de Shizuoka City. Et pour ceux qui préfèrent le confort occidental à celui de la ferme, sur cette colline se trouve l'hôtel Nippon-dera, qui est un super hôtel 4 étoiles, pardon, je commence à donc, bien sûr, il y a un spa, il y a un rooftop, il y a 80 chambres, toutes avec vue, avec de grandes baies vitrées, comme vous pouvez voir sur la photo. Un super bar lounge, un super restaurant avec une cuisine japonaise, sushi, tout ça, assez haut de gamme, et qui donne toutes sur cette vue à couper le souffle. Donc, le tarif est assez abordable pour la qualité du séjour, c'est 150 € la nuit par personne. Voilà, l'hôtel Nippon-dera. Donc, le deuxième spot photo que connaissent déjà ceux qui avaient assisté au premier webinaire sur le mont Fuji, c'est Obushi Sasaba, qui donc donne vraiment, donc là c'est vraiment nature avec le fameux cerisier en fleurs, car on est en plein dedans, les cerisiers sont en fleurs en ce moment. Et ce site, en fait, est très prisé par les habitants de Tokyo. Donc, il y a carrément un parking où on peut aller se garer et on peut, juste pour prendre les photos. Mais à part les champs de thé vert, tout ça, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment pour s'arrêter pour sa photo. Et donc, voici, on arrive à la fin du webinaire. Donc, je vais vous dire où moi, j'ai pu trouver du thé vert de Shizuoka en France. Alors déjà, à côté de chez moi. Mais c'est vrai que si vous avez la chance d'avoir des épiceries de thé vert, n'hésitez pas à lui demander s'il a du thé vert de Shizuoka. Il peut même moi, il n'en avait pas, mais il s'en est fourni juste pour moi. Et sinon, sur Internet, donc si vous voulez trouver du sencha de Shizuoka, vous pouvez le trouver en ligne chez Unami ou chez Thé Passion. Sinon, chez Daman Frères aussi, on peut trouver le Gyokuro qui s'appelle Karigane. Ou pour ceux qui n'aiment pas le thé vert et préfèrent le thé noir, et le thé noir fumé qui nous provient de Shizuoka, qui s'appelle Sakura Souchong chez Daman. Voilà, donc j'espère que c'était clair, que vous avez appris plein de choses. Normalement, ouais, vous avez déjà au moins 3 anecdotes pour briller en société. Et donc, on va passer aux questions-réponses. J'ai pas vu beaucoup de questions passer, mais c'est Tim qui va m'aider. Bonjour à tous. Bonjour Sarah. Ouais. Bonjour Tim. Pour les premières questions, je pense qu'il y a eu plusieurs questions que ça intéresse vraiment les personnes sur le bien-être ou sur le côté santé du thé vert. Donc, j'ai notamment Colin Montou qui nous demande si le thé vert empêche-t-il, comme le thé noir, l'assimilation du fer présent dans les aliments. Ah, c'est ce qu'on entend souvent. Alors là, il y a débat chez les scientifiques apparemment. Et j'avoue que je ne veux pas me prononcer là-dessus. D'accord. Alors, j'ai toujours dans les bienfaits du thé vert, j'ai Amélie Blondiot qui nous demande si le thé vert de Shizuoka a-t-il les mêmes bienfaits que celui qu'on retrouve en Chine ou au Sri Lanka? Et quelles sont les différences? En quoi sont-ils différents? Justement, le thé vert de Shizuoka, justement, est plus concentré en nutriments
et en vitamines, ceux que l'on trouve en Chine et en Inde, pour justement sa technique de récolte. Comme c'est les jeunes pousses qui sont protégées du soleil que l'on récolte, c'est les pousses qui sont le plus concentrées. C'est pour ça qu'il a un goût aussi plus prononcé, plus herbacé. Et de plus, c'est là aussi la technique de cuisson japonaise qui est faite à la vapeur, qui permet de conserver justement toutes ces vertus, beaucoup plus que la technique chinoise ou indienne. Donc oui, la réponse est oui. Très bien. Toujours sur le bien-être, c'est une question dont j'aimerais bien connaître également la réponse. Une question de Mélanie Wéry qui demande à partir de combien de tasses par jour de thé vert peut-on observer un vrai bénéfice, à ton avis? Ah, alors moi je dirais c'est plutôt sur la longueur et la constance. C'est-à-dire que si c'est pas parce qu'on va boire un jour par mois 5 tasses de thé qu'on va. Non, c'est plutôt il faut que ce soit tous les jours. Combien? Alors je sais pas, c'est vraiment en fonction de ses besoins, parce que le thé vert conserve quand même de la théine, donc il faut quand même boire de l'eau à côté. Ça, on le sait pas forcément, mais il faut quand même boire de l'eau à côté. Mais par exemple, si vous voulez avoir vraiment des bienfaits, des bénéfices, on supprime le café, on prend du thé vert comme recommandé, du bon thé vert aussi. Le matin, midi et soir du hojicha, le thé vert torréfié. Et normalement, on va vite voir des bénéfices sur sa concentration, ça apaise, sur sa peau aussi, ça évite l'acné. On peut aussi en mettre avec de la poudre de matcha dans ses desserts. Donc, je ne saurais pas dire, c'est vraiment chacun, mais essayez d'en boire au moins 3 à 4 tasses par jour, tous les jours surtout. Et supprimer le café. Donc, sur la longueur, d'accord. Toujours un petit peu sur la même thématique, à ton avis, Corinne Montou nous demande si les plantations de thé à Shizuoka sont-elles bio? Alors, il y en a oui, il y en a non. Et ça, on peut demander, je sais que Japanecdote, le tour que je vous ai montré tout à l'heure, à Marufuku, c'est une plantation bio, effectivement. Et il y a beaucoup de plantations bio, que ce soit de thé ou d'autres choses à Shizuoka, parce que en plus de vouloir préserver leur savoir-faire, à Shizuoka, les fermiers veulent vraiment préserver la réputation de leur culture, de leurs légumes, et donc et de leurs terres, et de préserver leurs terres. Donc, effectivement, la majorité sont bio, mais pas toutes. Et ça, il faut le demander au réceptif une fois que pour sélectionner une ferme bio. Voilà. Pardon. Petite question technique de Michel Dufossé sur la préparation du thé. Comment faire pour ne pas verser l'eau chaude sur les feuilles de thé? Alors, c'est comme ce qu'on a vu dans la vidéo. J'ai pas mon matériel. En fait, on verse d'abord dans sa tasse, ce qui permet de jauger l'eau dont on va avoir besoin, ce qui est une étape importante. Donc, d'abord dans la tasse, ensuite dans la théière, et ensuite on met les feuilles de thé vert dans la théière. On verse pas direct. En fait, si on veut, à retenir, si on met les feuilles de thé après avoir versé l'eau. Voilà, c'est après. Et si c'est avec un tea bag, avec un sac de thé, c'est pareil. On le met après avoir versé l'eau. Et non pas le thé et ensuite l'eau versée sur le thé. Je ne sais pas si c'est clair. J'avais préparé. Moi, je laisserai Michel nous redire s'il veut plus de précision. On va passer un petit peu maintenant plutôt sur la partie à Shizuoka elle-même. On a Amélie Blondiot qui nous demande encore quelle est la meilleure saison que tu recommandes pour visiter la préfecture pour un tout premier voyage. Et donc là, j'imagine dans la perspective du thé vert aussi en même temps pour voir les champs, la meilleure saison pour le printemps. Pour un premier voyage, ce serait le printemps. C'est-à-dire pour voir, voilà, vous voyez, là, on est en plein dedans, on est en plein dans la période des cerisiers. Et c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, le Japon, c'est les cerisiers en fleurs. Donc, effectivement, alors, bon, la particularité de la préfecture de Shizuoka, surtout dans la péninsule d'Izu, c'est que les cerisiers sont en fleurs, la floraison a lieu en février, bien plus tôt que dans le reste du pays. Mais ils sont encore en fleurs en ce moment, donc on est en mars.
Le problème, c'est que la cueillette, ça se fait au printemps, mais plutôt fin avril, mai, juin. Mais il y aura plein d'autres. En fait, Shizuoka, c'est tellement, il y aura pas que les cerisiers, il y aura tellement d'autres choses en fleurs que ça vaut vraiment le coup si on veut participer à la cueillette, d'y aller en mai, juin. Après, ça dépend. L'automne, ça vaut vraiment aussi le coup parce que en mai, juin, il commence à faire assez humide. On a moins de chances de pouvoir voir le mont Fuji à cause des nuages, alors que les hivers qui sont très secs et très ensoleillés, là, on est sûr de voir le mont Fuji. Et l'automne à Shizuoka, je ne sais pas si vous avez vu passer nos vidéos sur nos réseaux sociaux, c'est aussi magnifique. Enfin, le Canada ne peut bien se tenir, vraiment. C'est plein de couleurs dorées, orange, marron. C'est très, très joli aussi. Donc, voilà. Mais voilà, si vous voulez vraiment être sûr de faire la cueillette, il faut y aller plutôt en mai. D'accord. Parce que là, j'ai justement. Parce qu'il y a des pousses. Il y a des pousses, si vous récoltez le thé matcha, par exemple, qui sont vraiment les premières pousses, ça peut se faire un peu plus tôt. Donc, ça, il faut aussi demander aux réceptifs à quel moment la cueillette se fait, en fonction des. Oui, parce que tu as Isabelle Duval qui vient de demander si début avril on peut participer à la cueillette ou justement si c'est pas trop tôt. C'est fort possible, il faut demander. Il faut demander en fonction des fermes, plutôt pour le matcha peut-être. Ouais. Ouais, donc je pense que Isabelle, pour un groupe au printemps, ce serait avril. Pour la cueillette, ça peut être un peu risqué, il faut plutôt miser sur mai, n'est-ce pas, Sarah? C'est vrai que la cueillette est très prisée, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les réceptifs ont prévu le coup, et même les fermiers, c'est-à-dire que même si on y va hors période de cueillette, on ne va pas cueillir, ils gardent quand même des feuilles congelées pour pouvoir vous montrer la technique de roulage et la technique de séchage. Donc, de toute façon, vous allez pouvoir vous promener dans les champs et vous adonner à la technique de roulage et de séchage. Mais c'est vrai que la cueillette, c'est aussi super sympa. Mais bon, voilà, c'est bon à savoir qu'il y a quand même des ateliers à faire hors saison. Ok, alors, merci. J'ai encore Isabelle, justement, Duval, qui nous demande à combien est pour le tour de Japan Anecdote, combien coûte la journée par personne? Alors, Japanecdote, je n'ai pas les prix parce que c'est vraiment du sur-mesure en fait. Ça dépend, je vais vous remettre. Du coup, j'ai une question qui se ressemble, donc tu pourras y répondre en même temps, de Susanna Gaspard qui demande avec 540 € par personne avec Japan Travel, ça lui semble être un prix assez excessif. Est-ce qu'il y aurait des prix plus abordables pour ce genre de visite avec nuitée? Avec nuitée Alors, à voir avec. Effectivement, c'est excessif parce que ce qu'il faut compter, c'est qu'il y a un guide, il y a le transport et le chauffeur qui vous suit de A à Z. Et donc, en même temps, on paye aussi le fermier. Enfin, c'est vraiment. Les gens sont vraiment pris en charge de A à Z. Donc, il y a d'autres. Alors, je ne connais pas tous les prix, mais peut-être demander effectivement à Japanecdote ou à ou à l'autre français qui s'appelle My Japan Travel. Il y a aussi My Local Travel, il faut suivre. Et Arigato Food Tour aussi qui propose des nuitées aussi en ferme locale. Donc à voir aussi, mais à voir aussi en fonction de quelle est la ferme, ça dépend aussi des critères que vous recherchez, parce qu'il y a autant de fermes que de possibilités, donc voilà. Peut-être faire jouer aussi la concurrence. Oui, parce qu'après là, ça va un peu spécifique ici, oui, avec un bus, donc j'imagine que c'est négociable dans le cas d'Isabelle qui voudra envoyer un groupe, donc ils auraient déjà leur bus. Donc ça, c'est à voir directement. J'ai Isabelle justement qui continue toujours, qui semble avoir un guide, avoir son propre bus et son propre guide, donc ça va voir directement. Oui. Donc effectivement, voilà, donc ça se négocie effectivement. Mais donc voilà, mais comme ce sont des réceptifs locaux, on peut faire du sur-mesure, ils vous arrangent, il n'y a pas de souci, n'hésitez vraiment pas à les contacter. Ils ont tous un site. Si vous ne trouvez vraiment pas les contacts, vous m'envoyez un mail et je vous envoie leur contact, leur email. Ouais, voilà, il faudra contacter Sarah pour avoir vraiment les opérateurs directement à Shizuoka qui sont vraiment spécialistes de la région pour Isabelle Duval.
On reste toujours un petit peu sur, sur la capacité d'accueil sur place. On a Corinne Montou qui demande quelle est la capacité des auberges. Donc, tu en as cité quelques-unes. Et si elles peuvent notamment accueillir, lesquelles sont les mieux pour accueillir des groupes. Là aussi, à voir, j'en connais pas qui accueillent des groupes de plus de 8 personnes. Mais ça doit exister. C'est ça le problème, c'est que ce sont des choses vraiment, c'est aller à la rencontre de l'habitant. Le soir, on dîne avec eux, on parle avec eux, alors qu'ils parlent japonais. Et justement, c'est un lien spécial qui se crée. C'est vraiment un moment inoubliable. Et donc, c'est compliqué d'emmener des groupes de 20 personnes. Donc, vous voyez, par exemple, cette ferme de Tabinoya, c'est 6 personnes maximum. Une des plus vieilles, ils l'ont mis, c'était combien maximum? Pardon, je ne vois pas. Mais ils l'ont pas mis. Ouais, en général, enfin, pas plus de 10, quoi. C'est ça le problème. Mais peut-être qu'il y en a. Et vous voyez, par exemple, ce tour, là, ça fait 10 000 yens par personne. Donc, c'est moitié prix que le tour qu'on vient de voir avec Japan Travel. N'hésitez vraiment pas à aller sur le site d'Explore Shizuoka parce moi, je m'inspire de ça. En fait, il permet vraiment déjà on peut cliquer sur Book Now et tout de suite, on a le contact form, etc. Et en fait, c'est une mine d'informations. En fait, c'est mon Fuji Travel. J'avais envoyé la nouvelle brochure. En fait, ils construisent des itinéraires avec leurs partenaires. Et si c'est pas, donc en fait, il y a déjà des itinéraires tout faits avec des timetables, etc. Et donc, c'est vraiment, vraiment pratique. On a vraiment tous les contacts. Et aussi, il y a aussi c'est une source, une mine d'inspiration inépuisable. Vous voyez, vraiment sur tout, le Mont Fuji Experience, canyoning, tout ça, en fonction des thématiques. N'hésitez vraiment pas à vous rendre là-dessus. Pardon, j'ai fait une petite parenthèse. Donc voilà, pour les groupes, c'est compliqué les gros groupes, mais voilà. En général, ça va de une à 10 personnes. Non, et donc, on a à peu près répondu à tout. On va finir par une question peut-être un petit peu difficile, parce que je ne connais pas. C'est est-ce que c'est dans cette région qu'a été tourné le film de Naomi Kawase, nous demande Aimé Bonnehacker. Alors, je ne sais pas de quel film on parle en question. Oh là là. Ça ne te dit rien. On va regarder ensemble. Naomi Kawase. Non, je ne sais pas, je ne connais pas. Ah, il y en a plusieurs. Lequel de film? On ne dit pas? Non. Les délices. La forêt de. Je vois des champs de thé vert. Si vous Alors, avez oui, des c'est dernières sûr. questions, n'hésitez pas. Ça a l'air d'être tourné à Shizuoka, effectivement. Les paysages, on y est. Hein. C'est ça. Hein. Pardon, Tim, je ne t'ai pas entendu. Alors, ce serait les jardins de Mogari, peut-être. La Ou de forêt la de forêt. Mogari, c'est ça. Oui, c'est ça. Écoutez, il y a de fortes chances. Je vais me renseigner, mais ça m'en a tout l'air. Ah oui, on ne connaît pas. Eh bien, écoutez, merci pour le bon plan film. Une quatrième façon de briller en société, La forêt de Mogari. Je vais regarder ce film dès ce soir. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Allô? Non. Ah, pardon. Bon. Non, pas de questions pour le moment. Bon, eh bien, merci à tous d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que vous avez appris plein de choses. Je remercie aussi Explore Shizuoka et leurs partenaires pour leur aide précieuse pour ce webinaire, comme toujours, avec ces magnifiques vidéos et leurs intervenants. Alors, donc, n'hésitez pas de toute façon à m'écrire si vous avez des questions. De toute façon, vous allez recevoir aussi le replay automatiquement par email. Alors oui, je m'appelle Colline Chazot partout. J'ai usurpé l'identité de ma collègue, mais non, c'est Sarah Mazouz et c'est bien Export Shizuoka, vous inquiétez pas, Colline Chazot et moi, nous ne faisons qu'un. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous souhaite de bonnes dégustations de thé vert. Je vais boire le mien maintenant. Et toi aussi, Tim, j'espère. N'hésitez pas à nous dire si vous avez aussi d'autres intérêts pour d'autres webinars.
Nous avons de petites idées, par exemple la route Tokaido ou la région des montagnes ou surtout la péninsule d'Izu pour voir un peu plus le côté plage, etc. Mais si vous avez des besoins ou des intérêts particuliers sur des thématiques particulières, n'hésitez pas aussi à nous les suggérer, on est preneurs. Voilà. Eh bien, je vous donne rendez-vous, je vous dis à bientôt, j'espère, et puis très bonne journée. Merci à tous. Merci, Tim. J'arrête le webinaire. C'est bon, c'est arrêté?